Charles Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur TV5 Monde. Vous êtes le président du Conseil européen. Le sommet s'est achevé il y a quelques heures. Peut-être une réaction pour nous dire si vous êtes satisfait et quels sont les engagements qui ont été pris pour renouveler la relation entre l'Union européenne et les pays africains. Mais une impression de satisfaction, de grande satisfaction, parce que ce sommet a permis de mettre en ordre de marche l'Afrique et l'Europe pour renouveler, pour refonder ce partenariat. Et même, je vais plus loin, pour changer le logiciel. Vous savez, nous sommes en réalité la troisième génération de leaders européens et africains depuis les indépendances. Et on sent bien que cette génération, en Afrique et en Europe, souhaite regarder l'avenir, conscient de notre histoire, connaissant et reconnaissant notre histoire, mais aussi en étant tourné vers un partenariat fondé sur le respect mutuel, sur l'intérêt mutuel. Il y a eu une grande préparation politique de ce sommet. On a voulu changer aussi le logiciel pour la préparation, et c'est ainsi que les derniers mois, au contact direct avec les dirigeants africains, Macky Sall bien sûr, mais d'autres leaders africains, on s'est écouté beaucoup mutuellement pour chacun bien comprendre quelles étaient les attentes de part et d'autre. Alors justement sur les sommes annoncées en faveur de l'Afrique, plusieurs sommes ont été annoncées. Vous parlez de 150 milliards d'euros. Il y en a d'autres qui ont été annoncés. Est-ce qu'il est possible de clarifier les montants alloués, leur fléchage, et s'il s'agira d'investissements ou de subventions ? On va mobiliser de l'argent à la fois dans des subventions et à la fois dans de l'investissement. On va mobiliser à la fois des capitaux publics et à la fois des capitaux privés. Parce que nous avons décidé sur le plan européen de faire de la Banque européenne d'investissement un acteur majeur, un partenaire qui est en contact direct avec les gouvernements en Afrique, mais également avec les secteurs privés en Afrique, afin à chaque fois de bien comprendre dans les domaines clés, le domaine de la transformation énergétique par exemple, dans le domaine du transport, dans ces sujets qui sont des sujets extrêmement important pour bâtir de façon structurelle de la prospérité, du développement, pour greffer des tissus économiques, notamment de petites et moyennes entreprises. Sur tous ces sujets-là, nous voulons utiliser l'expertise des banques et des services financiers africains en étroite coopération avec la Banque européenne d'investissement qui va jouer un rôle important. Donc les 150 milliards annoncés, c'est la somme globale, c'est le montant global qui sera alloué à l'Afrique ? La réponse est oui. Et ça veut donc dire que il y a une importante coordination, synchronisation qui va se faire dans le dialogue, dans le partenariat, dans la négociation, parfois également, pour de quelle manière on s'assure, côté africain comme côté européen, que les investissements qui sont faits sont des investissements qui ont une valeur ajoutée, qui ont un impact positif, significatif pour le développement, pour la prospérité, mais également qui touchent à la stabilité. Alors aujourd'hui, l'Afrique est un continent de plus en plus courtisé par de nombreuses puissances. Je pense à la Chine, à la Russie, la Turquie, l'Inde et beaucoup d'autres. L'Europe est parfois suspectée de pratiquer une aide au développement dans le seul but de défendre ses intérêts économiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui s'inquiètent d'un manque de sincérité de la démarche européenne dans le sommet auquel nous venons d'assister ? Mais la réponse est assez simple en réalité, parce que la sincérité de l'Europe est liée à quelque chose qui est assez évident et que chacun peut voir assez simplement. La proximité géographique, la réalité de ces deux continents est telle que chaque fois que l'Afrique se porte bien en termes de prospérité, de stabilité, de développement, c'est bon pour l'Europe et c'est bon pour l'Afrique quand l'Europe se porte bien. Donc il y a mécaniquement, naturellement, un intérêt conjoint, un intérêt commun pour que l'on puisse engager sur le terrain la prospérité du partenariat. Et puis il y a un autre élément, c'est la démographie. Nous savons extrêmement bien quelle est la démographie. Nous savons bien à quel point l'Afrique sera demain le continent avec une population jeune, une population très nombreuse, dans un moment où l'Europe a une population qui est plus âgée. Et donc cet élément-là est un élément additionnel qui montre cette sincérité pour ce partenariat renouvelé. Et moi, ce qui m'a frappé ces derniers mois en préparant activement le sommet au contact direct, les yeux dans les yeux, leader européen, leader africain, c'est cette conscience pour notre génération, de part et d'autre, que l'on doit être lucide sur le passé, lucide sur l'histoire, avec les pans plus douloureux de l'histoire également, mais on doit aussi être tourné vers l'avenir et changer le paradigme. Alors parlons peut-être des points de divergence. Il y en a eu. Par exemple, la question migratoire. Il est reproché à l'Europe de sous-traiter le contrôle des frontières à des États qui ne sont pas démocratiques, voire à des États en guerre ou en crise politique. Je pense à la Libye, par exemple. Sur ce point précis, est-ce que l'Union européenne compte changer de politique ? Mais c'est certain, c'est que la question migratoire est une question difficile sur le plan politique, parce que ça suscite des débats qui sont des débats vifs. C'est le cas en Afrique également. Et la préparation de ce
sommet était l'occasion d'appréhender le sujet, je pense, de façon intelligente, parce qu'on a amené de la rationalité dans le sujet migratoire. C'est ainsi que, comme Européens, on reconnaît que le premier sujet migratoire, il est d'abord intra-africain. C'est d'abord un sujet pour les leaders africains qui doivent gérer cette circulation et cette mobilité intra-africaine. Deuxième élément, nous avons aussi entendu le message donné par de nombreux leaders africains. Je pense par exemple à Patrice Talon, à Paul Kagame, à bien d'autres, qui font le lien avec l'importance d'investir massivement dans la formation professionnelle, apprendre les métiers. C'est un des engagements très concrets de cette réunion, de ce sommet. Nous allons soutenir des véritables pôles de développement pour la formation professionnelle et technique. Et puis il y a un troisième élément, on partage la même conception de respect pour la dignité des personnes, et on voit bien qu'il y a des groupes criminels qui utilisent la détresse, la misère pour abuser et pour instrumentaliser des êtres humains. Ça n'est pas acceptable et on doit être déterminé pour combattre ces groupes criminels. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est le retour et la réadmission, et nous devons aussi coopérer sur ces sujets-là. Donc c'est un débat que nous avons sur le plan européen, c'est un débat que l'on a eu avec nos amis africains. Ce qui est intéressant, c'est que avant ce sommet, j'entendais de part et d'autre le pronostic que ce sommet allait être l'occasion d'une dispute majeure sur ce thème de la migration. On a décidé d'aborder ce thème avec rationalité, avec respect, avec sérénité, et grâce à cela, il y a des engagements opérationnels qui vont pouvoir être concrétisés. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cette politique de confier ou d'externaliser le contrôle des frontières à certains pays africains, est-ce que cela va changer? Est-ce que ça fait partie des choses qui vont changer? Ou bien est-ce que ça va continuer? Je me permets de corriger l'analyse qui est faite, parce que l'Union européenne entend bien contrôler ses frontières extérieures. Nous pensons qu'il doit y avoir un contrôle strict des frontières extérieures, et c'est la responsabilité non pas d'autres pays, c'est la responsabilité des pays membres de l'Union européenne, et c'est en ça que nous sommes tous solidaires avec les pays qui sont en première ligne et qui ont la charge du contrôle des frontières extérieures. Par contre, ce qui est exact, c'est que nous voulons coopérer avec des pays tiers en matière de migration. Évidemment qu'il y a une dimension internationale qui suppose qu'il y ait une coopération, une coordination, comme je l'indiquais, à la fois afin de lutter, de prévenir contre les trafiquants d'êtres humains, et de veiller à ce qu'il y ait de l'ordre sur ce sujet-là et de la méthode. Alors, on a parlé de crise migratoire. Il n'y a pas seulement pour le continent une crise migratoire, également une crise de la gouvernance. Par exemple, aujourd'hui, certains s'interrogent sur l'absence du Mali, de la Guinée ou encore du Burkina Faso à ce sommet, pays qui n'ont pas été invités suite à des coups d'État. Les sociétés civiles de plusieurs pays africains s'interrogent sur ce qu'elles appellent des indignations démocratiques à géographie variable de la part de certains pays européens. En sachant que, par exemple, des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et dont la gouvernance est critiquée par leur population civile ont été invités à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? La réponse, elle est très simple. Moi, je veux être tout à fait conséquent. Et c'est l'Union africaine qui établit des règles. Et c'est l'Union africaine, qui est une organisation internationale, africaine, continentale, qui définit le respect de ces règles. Et c'est la raison pour laquelle il n'appartient évidemment pas aux pays européens. Je suis très conséquent de décider pour l'Union africaine quelles sont les règles. Sur peut-être un autre point qui a été beaucoup discuté au cours de ces 2 jours, c'est la lutte contre la Covid-19, la pandémie. Le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué dans la déclaration finale qu'il restait encore quelques divergences sur la question des brevets. Est-ce que l'Union européenne va œuvrer pour que les brevets sur les vaccins soient levés, c'est-à-dire pour que des pays africains puissent produire des vaccins génériques beaucoup moins chers? Oui, donc là, c'est important de bien être d'accord sur les objectifs. Et là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous souhaitons, nous, comme Européens, que l'Afrique ait la capacité, le plus vite possible, de développer de la production vaccinale et thérapeutique. C'est un premier élément, et en cela, nous partageons totalement cette décision qui a été exprimée par les leaders africains. La question, c'est comment réussit-on à faire en sorte que le plus vite possible, on puisse réaliser des progrès sur ce sujet-là. Et les Européens, avec les leaders africains, ont été très opérationnels
opérationnel. Ce matin, nous avons lancé le transfert de technologie dans le cadre des vaccins et du ANR messager, qui est la technologie la plus prometteuse pour l'avenir. Donc ça montre bien que, indépendamment même du débat qui peut parfois être idéologique sur le sujet, on mobilise des moyens pour progresser. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait du transfert de technologie en mobilisant les secteurs privés avec les autorités publiques. Et puis, on a été plus loin. Et ce sommet a permis d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'on allait travailler ensemble sur une proposition conjointe. Et j'espère qu'on va réussir, je crois que l'on peut réussir, autour du printemps, que l'on pourrait déposer à l'OMS et à l'OMC. Le commerce et la santé directement concernés sur le sujet. Pourquoi? Parce que la propriété intellectuelle, selon nous, est un levier puissant pour soutenir l'innovation. C'est plutôt heureux que le monde ait été capable, grâce à nos scientifiques sur le plan international, en peu de temps finalement, en quelques mois, de développer des vaccins efficaces pour contrer ce Covid-19. Donc on dit, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. On doit tout de même veiller à protéger la propriété intellectuelle qui donne des bienfaits en termes d'innovation. Et dans le même temps, on ne peut pas non plus se satisfaire d'une situation où un continent, l'Afrique, n'aurait pas la capacité de produire des vaccins. Donc on doit appréhender le sujet sur propriété intellectuelle, transfert de technologie et puis capacité régulatoire. Et en cela, le fait que l'Union africaine ait lancé cette agence africaine du médicament, c'est très important et on pourra coopérer beaucoup, je pense, afin d'harmoniser autant que possible nos procédures. Peut-être une autre question importante sur l'économie et sur le financement des économies africaines. Lors de la déclaration finale, le président Macky Sall, qui assure la présidente tournante de l'Union africaine, a parlé d'une initiative européenne pour les infrastructures en Afrique, infrastructures insuffisantes pour l'instant et pourtant essentielles au développement. En quoi consiste exactement et concrètement cette initiative européenne? L'idée, c'est autour de ce qu'on a appelé Global Gateway. C'est l'idée de mobiliser de façon beaucoup plus synchronisée les capacités de financement publiques et privées pour mieux prendre en compte les urgences et les priorités en Afrique. Et on voit bien quand on parle avec les leaders africains que certainement la question du transport et la question de l'énergie sont des questions extrêmement importantes. Il y a par exemple des potentiels gigantesques en Afrique dans les énergies renouvelables, faire en sorte que l'on puisse interconnecter, rendre interopérables les réseaux, investir massivement, et de nombreux pays africains n'ont pas attendu pour faire des progrès significatifs. J'en ai un autre exemple, le numérique. On voit bien qu'on a besoin d'engager pour améliorer nos infrastructures l'idée de ces satellites de moyenne portée pour réaliser une constellation qui puisse connecter sur le terrain numérique le continent européen et le continent africain. Ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Pour les jeunes Africains aujourd'hui qui développent des projets, des start-up qui ont des idées, qui ont de l'ambition, qui ont du talent, qui ont de l'énergie, mais peuvent être freinés parce que les infrastructures ne sont pas encore suffisantes par rapport aux besoins qui sont les leurs. Voilà quelques-uns des exemples qui montrent de quelle manière on veut mobiliser les forces, les intelligences, les volontés aussi pour tenter d'accélérer des processus. Et je pense que ce sommet a aussi été l'occasion pour nous, Européens, de bien mesurer qu'on doit aussi voir comment on peut accélérer nos procédures, comment on peut être plus flexible, être plus rapide et mieux prendre en compte ces besoins concrets. Dernière question, Monsieur Michel. Ce sommet a été marqué par l'annonce du retrait du Mali des forces françaises Barkhane et de la force européenne Takuba. En quelques mots, comment est-ce que l'Europe compte faire pour rester efficace dans sa lutte contre le djihadisme au Sahel? Nous avons eu l'occasion, à la veille du sommet, de nous retrouver, leaders africains, leaders européens, autour de la même table pour analyser la situation et évaluer la situation. D'abord, je rappelle que lorsque les Français, les Européens se sont déployés, c'était à la demande des États de la région dans un moment où il y avait le risque d'effondrement complet du Mali. Il y a aujourd'hui une situation qui est différente parce que d'une part la menace évolue. On voit par exemple que les pays du Golfe de Guinée vont être de plus en plus mobilisés dans le cadre de l'initiative d'Accra. C'est une bonne chose à mon avis. Et on voit aussi des situations au Mali qui, je l'espère, est circonstancielle, qui amène à une incapacité de coopérer de manière opérationnelle avec la junte militaire, puisque c'est le souhait de la junte militaire de stopper la coopération. Vous avez vu que le partenariat avec le Danemark, par exemple, a été stoppé de manière unilatérale. Nous espérons que le plus vite possible, on puisse retrouver une situation plus normale. Mais c'est certain, en tout cas, que le message que nous donnons avec nos amis africains et côté européen, c'est le message de la réarticulation. Nous sommes un partenaire fiable, loyal. Nous voulons améliorer notre partenariat avec les responsables africains parce que nous pensons que cette lutte contre le terrorisme, qui est notre priorité, qui est notre objectif, doit donner lieu à la mobilisation de nos capacités respectives.